Le Premier ministre Samalou Kondé a remis officiellement à la ministre de la Culture, Art et Patrimoine, Catherine Kachungu, le répertoire et la cassette des échantillons des biens culturels de la République démocratique du Congo détenus par la Belgique. Après avoir réceptionné en février dernier au Musée royal de l'Afrique centrale en Belgique des mains de son homologue belge Alexandre De Croo, le répertoire et la cassette des objets culturels détenus depuis la colonisation par la Belgique, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé Kyenge a procédé ce jeudi 10 mars 2022 au cours d'une cérémonie sobre au Musée national de la République démocratique du Congo à Lingwala à la remise officielle de ces documents importants répertoriant 84 000 objets culturels à la ministre de la Culture, Art et Patrimoine, Catherine Kachungu Fura. C'était en présence de plusieurs personnalités, notamment quelques membres du gouvernement de la République, du secrétaire général à la culture et art, ainsi que les cadres et agents de l'Institut des musées nationaux du Congo. 84 000 objets culturels sont attendus par la RDC à l'issue du processus de restitution ainsi déclenché. En attendant la mise en place d'une commission mixte constituée des experts de la République démocratique du Congo et du Royaume de Belgique pour la matérialisation de la restitution de ces biens culturels congolais détenus en Belgique, la ministre de la Culture, Art et Patrimoine a salué l'engagement du gouvernement de la République, chapeauté par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé, qui, par son implication personnelle, n'attend ménager aucun effort pour que la République démocratique du Congo récupère tous ses biens culturels. Dans ce monde des circonstances, la ministre de la Culture, Art et Patrimoine a aussi salué la volonté de la Belgique à faire de la question de la restitution un pont qui relie les deux cultures. Elle a relevé que cette question liée à la restitution est déjà au centre de réflexion au sein de son ministère. Avant de procéder à la remise symbolique de ce répertoire, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a rendu hommage au président de la République qui avait fait de la culture le cheval de bataille de son mandat à la tête de l'Union africaine. Il a souligné la portée culturelle de cette institution dont le processus est déjà déclenché. Le révérend Maurice Mondengo de l'ECC et Monseigneur Donatien Cholet, porte-parole de la Synco, ont conduit le mercredi 9 mars 2022 auprès du président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosoko Diapwanga les commissions justice et paix de l'Église du Christ au Congo et la conférence épiscopale nationale du Congo. Ceci dans le cadre de la mission que ces deux églises se sont assignées d'accompagner les institutions du pays. Sortir de l'audience, Monseigneur Donatien Cholet, porte-parole de la délégation, s'est exprimé en ces termes. Nous sommes venus voir le président de l'Assemblée nationale dans le cadre de la mission que ces deux églises se sont données pour accompagner les institutions et pour le cas d'espèce l'Assemblée nationale dans le cadre du processus électoral. Nous sommes habités par un seul souci, avoir les élections crédibles, inclusives, apaisées dans les délais constitutionnels en 2023. Et par rapport à cela, tout ce qui sera notre pouvoir moral, pastoral, pour pouvoir contribuer à cela, on le fera toujours. Et nos deux commissions ont travaillé à la feuille de route présentée par la CENI, qui a mentionné quelques contraintes qui engagent aussi le Parlement, contraintes relatives au cadre juridique, contraintes relatives au financement des élections, contraintes relatives à la volonté politique, et le Parlement se retrouve partout. Et donc nous sommes venus échanger avec le président. Dieu merci, le président de l'Assemblée est conscient de la réalité. Il est conscient que la stabilité du pays dans les années à venir dépendra pour beaucoup dans ce qui reste à faire dans le cadre, surtout légal, du processus électoral. Il a mis en place, nous a-t-il dit, le groupe de travail pour y réfléchir, tout en rappelant à ce groupe-là que l'enjeu majeur de l'analyse, du traitement de projets de loi relatifs aux élections, c'est d'avoir les élections inclusives
et apaisée dans le délai constitutionnel. De son côté, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, est conscient de la réalité et que la stabilité du pays dans les années à venir dépendra beaucoup de ce qui reste à faire dans le cadre surtout légal du processus électoral. Une délégation du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication sous la conduite de son président Tito Ndombi a été reçue le mercredi 9 mars 2022 par le président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosso. La délégation de Tito Ndombi est venue déposer le rapport annuel d'activité de cette institution d'appui à la démocratie. En croire le président du CESAC, ce rapport rend compte des activités de régularisation de CESAC pendant l'année de gestion administrative et financière ainsi que les défis auxquels CESAC doit faire face. La liberté d'expression et de la presse constitue l'un des droits fondamentaux des citoyens. Le CESAC a pour mission d'assurer la protection et la promotion de la liberté de la presse, a ajouté Tito Ndombi. Les textes qui organisent le fonctionnement de notre institution, les conseils supérieurs de l'audiovisuel et de la communication, nous demandent de déposer périodiquement le rapport de nos activités au Parlement. Cela veut dire à l'Assemblée nationale et au Sénat. C'est dans ce cadre-là que nous sommes venus ici rencontrer le président de l'Assemblée nationale à qui nous avons remis notre rapport d'activité. En fait, ce rapport relate un peu tous les actes de régulation que le CESAC a pu poser pendant l'année, la gestion de l'administration, la gestion financière, on explique un peu qu'est-ce qui était prévu dans le budget pour le CESAC et ce budget était exécuté à quelle hauteur et tout ça, nous expliquons dans ce rapport. Mais aussi, nous relevons dans ce rapport les défis auxquels l'institution doit faire face. Et ces défis-là, ils sont énormes. Le législateur congolais estime que la liberté d'expression et, par ricochet, la liberté de la presse constituent l'un des droits fondamentaux et inaliénable des citoyens congolais. Ce qui est des chaînes TNT, Tito Ndombi est d'avis que la migration vers la télévision numérique n'est pas maîtrisée. Les chaînes TNT, ce sont comme les chaînes traditionnelles. Là, nous avons le pouvoir de réguler. Mais vous voyez que nous avons la migration vers la télévision numérique terrestre a été mal préparée. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la télévision numérique terrestre chez nous n'est pas maîtrisée parce que aujourd'hui, personne ne peut dire le nombre de chaînes qu'il y a exactement sur la TNT. Et c'est un problème. Ils sont où? Parce qu'il n'y a pas une loi qui a précédé tout ça. Parce qu'aujourd'hui, ces chaînes-là, ça devait être comme les médias traditionnels, devaient être enregistrées. On peut, si vous portez plainte contre une chaîne, il faut qu'on sache où trouver cette chaîne-là. Mais est-ce qu'aujourd'hui c'est possible? Il y a très peu de chaînes qui sont connues. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, a été réceptif à se déployer et a promis de le soumettre aux institutions compétentes. La ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo, a reçu en son cabinet de travail 2 délégations des membres de la FIDH, conduite par son secrétaire général, Maître Traoré Drissa, et la délégation d'équipe d'experts internationaux du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, conduite par son président, Bakr Walindaï. Nous sommes venus rencontrer Madame la ministre pour exposer sur la question de la lutte contre l'impunité, pour que la République démocratique du Congo puisse prendre les mesures nécessaires pour que les procédures soient engagées ou que les procédures avancent et surtout que l'appareil judiciaire, son fonctionnement soit amélioré par l'amélioration des conditions de travail des magistrats et également le recrutement des magistrats. Nous avons également échangé sur la question de la protection des défenseurs des droits de l'homme, surtout la loi sur les défenseurs des droits de l'homme, parce que nous estimons que c'est une loi importante qui va permettre aux défenseurs de mieux faire leur travail et nous avons souhaité l'implication du gouvernement dans le processus législatif concernant cette proposition de loi. Nous avons également exhorté Madame la ministre et l'ensemble du gouvernement à mener une coordination dans le cadre de la justice transitionnelle pour faire en sorte que l'ensemble des acteurs, des parties prenantes puissent avoir une bonne coordination pour que l'efficacité puisse être au rendez-vous et que les victimes. Bakr Walindaï d'indiquer qu'ils ont rencontré la ministre d'État pour voir comment son organisme peut assister la RDC dans la conception et fonctionnement extrêmement complexe d'un processus de justice transitionnelle.
de ces problèmes. Et effectivement, nous sommes revenus voir Madame la ministre d'État pour voir un peu, conformément au mandat que Madame Keïta et moi nous avons au nom du Conseil des droits de l'homme, comment nous pouvons assister la République démocratique du Congo dans la conception et le fonctionnement extrêmement complexe d'un processus de justice de transition dont le pays a fait sa priorité et pour lequel il a demandé l'assistance des Nations Unies, en particulier du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Comme notre mandat a été élargi à l'ensemble de la République démocratique du Congo depuis l'année dernière, nous sommes venus nous imprégner de différentes réalités que ce processus devra prendre en compte, y compris comment faire un processus de réconciliation, de justice de transition, de prévention de la répétition des crimes qui ont été commis. Il s'est tenu le mercredi 9 mars 2022 la table ronde pour la dissémination de la feuille de route des investissements en santé numérique en RDC, organisée par le ministère de la Santé avec l'appui des partenaires techniques et financiers, entre autres, PATS et USAID. Cette feuille de route, évaluée à 35 millions de dollars américains pour une durée de 3 ans, renferme 17 priorités. À travers Digital Square, le premier projet mondial de l'USAID RDC participe au renforcement des capacités institutionnelles de l'ANICIS, l'Agence nationale, afin qu'elle puisse exercer pleinement son mandat de coordination et de promotion des interventions en santé numérique. Dr Ernest Mbo, de la Task Force, revient sur les attentes des organisateurs de cette feuille de route. La santé pour développer ce qu'on appelle la santé numérique. La santé numérique, ce n'est pas ingénieux, c'est juste l'utilisation des outils numériques pour améliorer le service de santé. Ça peut être les logiciels pour gérer l'information au niveau de l'hôpital, ça peut être un dossier médical informatisé, ça peut être ce qu'on appelle la télémédecine, quelqu'un qui reçoit une consultation d'un médecin qui est à distance. Donc il y a beaucoup d'applications dans ce qu'on appelle la santé numérique. Et donc c'est juste pour voir quelles sont les priorités que nous pouvons mettre en place, et nous en avons identifié, si je ne m'abuse, 17 priorités qui devront partir des normes, des standards, de renforcement de l'agence qui est censée coordonner toute la mise en œuvre, mais également de l'informatisation des services de santé, de la connectivité Internet, mais aussi de la disponibilité de l'électricité dans les différents hôpitaux et centres de santé à travers le pays. Ainsi, dans son mot de circonstance, Jean-Jacques Mbongani, ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, parle du contexte dans lequel a été élaboré ce document. Le processus d'élaboration de cette feuille de route touchant à sa fin, il a été important que nous puissions nous retrouver ensemble dans ce beau cadre de l'hôtel Pullman afin que les résultats de ces travaux nous soient présentés et que nous puissions nous prononcer quant à notre engagement, alignement et appropriation de ce précieux document que j'ai pris le temps de parcourir et d'apprécier les priorités qui nous ont été proposées. Le patron de la santé a aussi formulé un plaidoyer allant dans le sens de renforcer le système de santé de la RDC et d'améliorer l'état de santé de la population, gage d'un développement durable. Le ministre des Transports, Voies des Communications et des Désenclavements, Chérubin Okende, s'est entretenu avec les agents de l'Office de gestion du fret multimodal OGFREM. Le ministre des Transports est arrivé à 11 h au siège central de l'Office de gestion du fret multimodal où les agents disent être en grève. Mais est-ce vraiment le cas? S'agit-il d'une parodie de grève? Déjà à son arrivée, la police a refusé que Chérubin Okende entre à l'OGFREM par la porte principale, prétextant des raisons peu convaincantes. Finalement, le ministre accompagné du vice-ministre Marc Ekila sont entrés par la porte principale. À l'intérieur, Chérubin Okende a trouvé des agents assis devant l'entrée du bâtiment, on dirait dans un funérarium. Le ministre a constaté que l'entrée de l'immeuble administratif était fermée, attendue par des agents en colère, mais curieusement, la clé entre les mains d'un agent de gardiennage. Après un entretien d'une vingtaine de minutes avec le DGAI, le ministre est redescendu s'entretenir avec les agents. Point par point, le ministre des Transports a démontré le caractère illégal et sauvage de la parodie de grève observée à la direction générale.
Alors que dans l'entretien qu'il a eu avec le ministre, le directeur général intérimaire Olivier Manzila a affirmé que la réintégration des agents licenciés abusivement était la cause de l'arrêt de travail. Les agents l'ont nié comme des gens qui ne trouvent aucun inconvénient à cette réintégration. Dans l'échange à bâton rompu avec le ministre des tutelles, quelques agents ont affirmé que les déplacements de Chérubin Okende au port sec de Kasumba Lessa sans la présence de leur DGAI est un acte qui les a mis en colère. Mais Chérubin Okende a rétabli la vérité en expliquant aux agents que seul Olivier connaît les raisons de son absence aux côtés du ministre à Kasumba Lessa, car Chérubin Okende lui a signé un ordre de mission quelques jours avant ce voyage pour qu'il y participe. Les délégués et permanents syndicaux présents dans le bâtiment ont préféré éviter le ministre, laissant ainsi ceux pour qui ils prétendent se battre seuls devant l'autorité pendant que les agents souhaitaient qu'ils prennent langue avec le ministre. Chérubin Okende a quant à lui lancé un appel à la prise de conscience des agents qu'il a invités à reprendre le travail. Y a-t-il vraiment grève à l'OGEFREM ou s'agit-il d'une imitation grossière qui ne restitue que certaines apparences de grève? À chacun de répondre. C'est aux environs de 17h30 qu'un feu dont l'origine n'est pas encore connue s'est déclaré et s'est rapidement propagé à la kermesse logée en face de l'Institut facultaire de sciences de l'information et communication IFASIC dans la commune de la Gombe. Mais ici c'est habitable, non? La place là. L'on enregistre d'énormes dégâts matériels et jusque-là, le bilan officiel n'est pas encore connu. Oui, je récupère d'abord mon sac. Rappelons que ce lieu est un endroit où les étudiants et travailleurs des environs ont l'habitude de se détendre.